C'est la journée internationale contre le harcèlement et même si c'est pas le sujet majeur dont je traite aujourd'hui, tu vois, j'ai envie d'en parler parce que c'est un sujet qui m'a touchée de près et qui continue à me toucher. Ça m'a touchée parce que les gens ne savent pas en général que moi, quand j'étais à l'école primaire et au collège, j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire. Sauf qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme ça, c'était pas reconnu et à partir du moment, je pense, où t'avais pas de marque physique, on n'y prêtait pas trop attention. Parmi mes enfants, j'en ai quelques-uns, dont mon fils aîné qui a connu beaucoup de harcèlement. Et je voudrais aussi témoigner de ce que ça fait qu'être parent quand on a un enfant qui est harcelé. Et puis, de ce que j'ai pu observer autour de moi aussi, comment on peut évoluer quand on a soi-même vécu du harcèlement. Ça, je le vois auprès des personnes que j'accompagne, à quel point ça laisse des séquelles dans la durée. Au-delà du harcèlement, c'est aussi tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie personnelle, familiale et toutes les séquelles parfois qu'on a pu avoir du passé qui sont à déprogrammer. C'est pour ça que moi je parle de déprogrammation, reprogrammation, parce qu'on a des schémas qui nous ont beaucoup marqués et les schémas, pour les déprogrammer, il y a un vrai travail et parfois simplement on ne sait pas comment s'y prendre. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai souvent été mise de côté. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Je sais que j'ai eu beaucoup de moqueries ou de railleries par rapport à mes vêtements, par rapport à mon physique. Et puis, tout simplement, en fait, j'avais pas forcément la raison majeure pour laquelle j'étais mise de côté. Le plus dur, ça a été pour moi au collège, parce que là, les moqueries, les méchancetés, elles sont devenues beaucoup plus directes et frontales. J'ai souvenir qu'en 6e et 5e, j'avais un groupe de filles, un tout petit groupe, elles étaient 2-3 filles, pour qui je pensais que c'était des camarades, mais je savais que c'était tendu, je sentais que c'était tendu régulièrement. Et j'ai appris, au bout de quelques mois de rentrée scolaire en 5e, qu'elles tenaient un journal de bord, toutes les trois, de toutes les crasses qu'elles pouvaient avoir fait à mon encontre. En fait, c'est un jour une des trois qui s'était fritée avec les autres, qui était bien sûr revenue vers moi à ce moment-là pour trouver du soutien, et elle m'avait confié ça, et elle m'avait montré ce fameux, c'était un carnet, un cahier assez épais, et tous les jours elle marquait la date avec toutes les méchancetés qu'elles avaient pu faire à mon égard. Quand vous découvrez ça et que c'était vos copines, même si je sentais que c'était pas les meilleures amies de la Terre, ça fait drôlement mal. Et c'est vrai qu'en termes de relations, ça m'a vraiment fait engrammer l'idée que les gens pouvaient être très fourbes et que des personnes qui se font passer pour vos amis peuvent être des traîtres. J'ai mis longtemps avant de déprogrammer ça parce que suite à ça, je me protégeais en fait. Je me protégeais en livrant très peu de choses de moi-même, en m'isolant davantage, en étant superficielle, vraiment ce qu'il fallait dans les relations de politesse, on va dire. Mais ça a eu des conséquences pendant longtemps. J'ai souvenir aussi dans le bus, ça c'est souvent quelque chose, un moment qui est compliqué quand on vit du harcèlement. Je sais que pour les personnes qui sont harcelées, les enfants à l'école, les moments où on sort de l'enceinte de l'école, soit parce qu'il faut se mettre en rang, ça c'est terrible le rang, parce que tu es choisi par les camarades, ou tu es complètement délaissé du groupe. Ça c'est terrible. Moi j'étais souvent toute seule et j'avais personne avec moi en rang. Dans le bus, personne qui veut se mettre à côté de toi. Ou si quelqu'un est à côté de toi, tu sens les grimaces. Ah, je me retrouve à côté de lui ou à côté d'elle pour ma part. Je me rappelle aussi quand j'étais au collège, une fois il y avait un garçon qui disait qu'il était amoureux d'une fille blonde aux yeux bleus et ils essayaient de savoir qui ça pouvait être parmi toutes les filles du groupe. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, moi je me faisais toute petite parce que je voulais pas qu'on se moque de moi, et il y a quelqu'un qui dit ah si, il y a Amélie. Et donc j'entendais dans ce qui se passait dans le fond, mais je voulais pas qu'on parle de moi. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle Amélie. Je me retourne et juste en voyant ma tête en me retournant, ils ont tous explosé de rire. Comme une évidence, ça pouvait pas être elle. Ça, c'était très blessant aussi. Parce que c'était cette notion directement attaquée au physique. Et mais ça peut pas être toi qu'on aime. Toujours au collège, quand on passait devant moi, on se moquait de mon nez, qui est petit nez un peu arrondi, et on m'appelait le cochon. Donc quand on passait à côté de moi dans les couloirs, c'était... J'avais beaucoup ça. Bon alors, j'étais pas complexée par mon nez, mais en tout cas, je me trouvais pas belle pour le coup, à cause de ça. On s'est moqué de moi aussi pour mon poids. J'étais pas en surpoids, j'étais pas la plus mince non plus, mais on s'est moqué de moi par rapport à mes cuisses, à mon ventre. Et aussi pas mal au niveau de ma tenue, parce que moi j'avais la chance, parce que j'estime que c'est une chance, d'être dans un très bon environnement
parce que je dépendais du secteur du centre-ville de Grenoble, donc j'étais avec tous les enfants qui étaient aussi issus de familles aisées, riches, bourgeoises, du plein centre-ville. Donc j'ai eu la chance parce que j'étais dans une très bonne école, mais à côté de ça, j'avais pas les mêmes vêtements de marque, les mêmes tenues, peut-être le même prestige aussi que ces personnes estimaient avoir dans leur milieu, et parfois on se moquait de moi aussi par rapport à ça. Je pense que les moments à l'extérieur de l'école sont quand même très marquants, parce que moi les souvenirs où j'ai été le plus marquée par le harcèlement, c'était souvent à l'écart de la classe. Je pense que dans l'enceinte de la classe, on est quand même protégé parce qu'il y a le professeur, pour peu qu'il soit bienveillant, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai encore souvenir, j'allais beaucoup au ski, parce qu'à Grenoble, ce sont les montagnes, le ski, et j'avais des moqueries parce que j'avais pas les skis dernier cri. Donc moi j'avais des skis d'occasion qui fonctionnaient très bien, mais les moqueries, j'étais laissée de côté parce que j'avais pas la meilleure combinaison de ski, parce que j'avais pas les skis tout neufs et rutilants. C'était vraiment pour des choses très axées sur le matériel, en fait je m'en rends compte, plutôt que sur autre chose. Après je travaillais bien à l'école, mais comme j'étais dans une école dans laquelle la majorité des personnes travaillaient bien, puisque c'était un peu huppé, j'ai jamais eu de moquerie à cause de mes bonnes notes, tant mieux, parce que ça aurait pu aussi avoir des conséquences, même si je pense que là-dessus, je me serais pas laissée influencer parce que pour moi, bien travailler à l'école, c'était important. J'avais cette notion que je voulais aller de l'avant, mais j'ai beaucoup souffert de cette solitude. Les conséquences aujourd'hui, je dirais que c'est dans la construction plutôt de ma personnalité. Je suis devenue une personne qui s'est beaucoup protégée dans les relations. J'aime énormément les gens et je suis devenue beaucoup plus maternante envers les autres, ce qui permet que ce soit pas, peut-être inconsciemment, pas moi qui attende d'être maternée pour les autres, puisque c'est moi qui soutiens, qui aide. C'est aussi, je pense, j'avais jamais fait comme ça ce rapprochement, mais prendre soin des autres, ça me permet de donner le meilleur de moi, sans avoir l'impression d'attendre qu'on prenne soin de moi et qu'on me trahisse et qu'on tienne des carnets symboliques contre moi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est resté comme séquelle. Il y a aussi le fait que j'ai très peu d'amis, en fait, parce que j'ai toujours appris à être entourée de peu de personnes, mais de bien sélectionner ces personnes. Je ressens pas le besoin d'avoir plein d'amis, d'être une star, une célébrité. J'en ai ni l'envie, ni le besoin. Paradoxalement, j'ai découvert plus tard aussi que je pouvais beaucoup apporter, et c'est d'avoir créé mon entreprise et de développer, ça m'a aidé à affirmer ma personnalité. Comme je suis aussi formatrice, je me suis rendu compte que les gens ont tous leurs propres séquelles, et ça je le vois davantage dans le coaching encore. Finalement, on a tous connu ça, à des échelles complètement différentes. Certains ont été victimes de beaucoup de harcèlement, d'autres de ce qu'on pourrait penser être « oh, c'est pas grand-chose », mais le pas grand-chose pour toi quand tu l'as vécu, intérieurement, ça a pu être énorme. Et je pense qu'il n'y a pas à juger le dosage de toi, tu as été beaucoup harcelé, toi, bon, c'est rien du tout, parce que quand intérieurement ça a été énorme, tu l'as vécu et ça laisse des séquelles. Moi, le témoignage que je peux rendre en tant que maman d'enfant qui a été harcelé, c'est que on se rend pas toujours compte en tant que parent soi-même de ce que vit notre enfant. Mon fils aîné, il a vécu du harcèlement. Il était trop petit ou il n'avait pas cette capacité de l'exprimer. Et moi, j'ai appris beaucoup plus tard tout ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, j'aurais envie d'être une lionne et d'aller défoncer la tête à tout le monde. Et aujourd'hui, alors qu'il a 17 ans, j'en apprends encore sur ce que ses camarades lui ont fait subir à l'époque. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai appris quelque chose mais d'horrible. J'ai appris qu'on lui mettait la tête dans les toilettes en tirant la chasse d'eau. Pour moi, c'est horrible. J'aurais jamais imaginé que mon fils de 6-7 ans vivait ça et que nous, à la maison, continuions notre petite vie tranquille avec lui. C'est horrible aussi. C'est horrible parce que l'enfant vit ça. Il perçoit quand il est petit qu'on ne l'aide pas et il n'est pas aidé. Et dans sa tête à lui, il pense en plus vous exprimer les choses. Il sait qu'il y a des choses qu'il raconte pas, mais il pense que comme vous êtes l'adulte, vous percevez les choses. Et c'est un cercle vicieux qui s'entretient aussi. Parce que comme vous ne réagissez pas, votre enfant pense peut-être que c'est normal ou qu'il le mérite. Le harcèlement s'amplifie. Et puis c'est quelque chose qui continue et qui laisse de vraies séquelles. Et quand vous êtes parent et que vous découvrez ça, vous vous sentez impuissant. Il y a aussi une forme de culpabilité, même si je sais, on ne savait pas tout ça, mais c'est quelque chose qui donne des séquelles. Et il y a même des séquelles aussi familiales, certainement, qu'il faudrait comprendre là-dedans. De la colère, de la rancune, j'aurais envie de dire non, mais si, il y en a quand même. De la colère,
je pense que c'est déjà vis-à-vis de moi, en tout cas par rapport à mon fils, de pas avoir été présente. Parce que je trouve que c'est... j'aurais aimé pouvoir le défendre. Aujourd'hui, quand il y a des situations de harcèlement qui se présentent, c'est toujours mon fils aîné qui réagit au quart de tour, même encore avant moi. Par exemple, j'ai une de mes petites qui vit une situation de harcèlement qui est aux prémices. Donc là, on réagit à temps parce que maintenant on connaît mieux la question. Mais celui qui réagit de façon virulente, c'est toujours mon fils aîné. Parce que lui, il sait ce que c'est, il sait les proportions que ça peut prendre. Et il est allé du haut de ses 17 ans directement au collège, voir la CPE pour aller mettre un terme à tout ça. Et il n'est pas convaincu encore des attitudes de l'école. Je pense aussi que la colère, elle est vis-à-vis de l'école. J'ai beaucoup de respect pour les institutions. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a de la bonne volonté. Je sens qu'il y a eu des progrès. Je sens vraiment au niveau de l'institution qu'il y a eu une évolution entre quand mon fils était petit et maintenant. En termes de moyens, je sens que c'est toujours très petit, très très pauvre. Et je suis pas étonnée qu'il y ait des catastrophes qui se produisent avec certains de nos adolescents ou de nos enfants, parce que factuellement, il n'y a vraiment pas assez de moyens qui sont mis en place pour non seulement aider les enfants qui sont victimes, qui sont... En fait, il faut réagir. On voit un enfant esseulé dans la cour, dans la classe, tout le monde le voit, les adultes en ont conscience, mais rien n'est fait factuellement pour aider l'enfant. Ça, c'est pas normal. Oui, on ne peut pas intimer l'ordre aux autres, soit copains, soit copines, mais on ne peut pas permettre de mettre des enfants et de leur faire vivre une situation. Vous imaginez ce que c'est de vivre 1 an dans un groupe? Moi, personnellement, je ne le vivrai plus maintenant. J'ai créé mon entreprise, j'ai des clients que j'adore, j'ai des personnes, je m'entoure de qui je veux, de ceux avec qui je suis bien. Imaginez ce que c'est. Vous allez dans un environnement, vous n'avez même pas le choix. On vous dit cette année, tu es dans ce groupe avec telle personne. Que tu les aimes pas, c'est ton problème, tu fais avec. Si tu demandes de changer de classe ou de groupe, on te dit non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça chez nous. Donc ça veut dire que pendant 10 mois, vous allez vivre avec des personnes qui ne vous apprécient pas, qui vous rejettent, qui vous laissent tout seul. Et c'est vous qui devez vous épanouir et allez, va avec eux, parle-leur davantage, fais davantage, joue ton rôle. Pour moi, ça c'est pas possible, ça fonctionne pas. Si moi demain, vous me mettez dans un environnement dans lequel je ne suis pas bien, j'ai beau être bien dans ma peau, j'ai beau avoir vécu des expériences maintenant épanouissantes, je suis coach, j'ai des outils. Mettez-moi pendant 1 an dans un environnement qui est nocif parce qu'on m'aime pas, qu'on m'apprécie pas, que j'ai pas ma place, je peux vous assurer que je vais craquer. Et pour moi, le harcèlement, il est là le problème. Comment ça se fait qu'on est encore à faire des systèmes classes où on oblige les enfants à être pendant 1 an dans un groupe où ils se sentent pas bien? Alors, j'ai pas la baguette magique. Je peux pas vous dire, je peux pas te dire ce que ce serait la solution. Je l'ai pas. Et j'ai pas la prétention de l'avoir, ni de réformer le système scolaire. C'est pas ma mission première. Moi, ma mission, elle est de faire ce que je fais, d'aider les gens à trouver leur unicité, trouver leur voie et se démarquer. Mais ce que je peux dire, c'est que je constate qu'il y a un gros problème. Parce que moi, quand j'aide les gens à trouver leur unicité, je les aide à trouver l'environnement dans lequel ils seront bien pour s'épanouir. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour lutter contre le harcèlement, il faut offrir aux gens un environnement dans lequel ils sont pleinement reconnus. Et c'est pas dans un groupe classe, avec des enfants qui te laissent tout seul, qui se moquent de toi, où t'es pas bien, que tu vas t'épanouir au mieux. Admettons qu'un enfant, tu vois, vive une année difficile, avec ou pas ce qu'on appelle du harcèlement. Ce qui se passe, c'est que t'as pas trouvé ta place dans ce groupe. L'année suivante, tu retournes et tu retrouves ta liste de classe. Et tu retombes avec les mêmes camarades, avec lesquels t'étais déjà pas bien l'année précédente. Dans quel état d'esprit est-ce que tu veux être le jour de la rentrée? Est-ce que tu penses que l'enfant peut se dire « Ah, cette année, ça va être bien ». C'est pas possible. Tu revois les mêmes noms, des mêmes idiots, des mêmes harceleurs qui étaient avec toi et qui ont reforgé ce groupe et tu sais très bien que ça va recommencer. Quand tu es dans un environnement où tu te sens mal, qu'est-ce que tu as envie de faire physiquement? L'être humain, il est fait comme ça. Tu as envie de partir de cet environnement, on est bien d'accord. Quand tu comprends que tu n'as pas le choix, parce que le système scolaire est obligatoire, et c'est très bien, il faut se développer, mais tu n'as pas le choix, tu ne peux pas changer de classe. Quand tes parents te disent, bah c'est comme ça, tu fais avec, c'est ta classe. Quand personne, et t'es enfant, tu n'as pas les moyens de sortir de là. Tous les jours, il faut que tu ailles à l'école. Ben, tu comprends qu'au bout d'un moment, il y a des enfants qui craquent, il y a des adolescents qui passent à l'acte et qui se suicident. Je suis désolée d'être aussi radicale et c'est pas dans ma nature,
mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour moi, si vous continuez à mettre des enfants qui sont esseulés dans des groupes où ils sont mal et qu'on leur donne pas les moyens d'avoir le sentiment de pouvoir sortir, de trouver la solution, ben l'enfant il craque. Qu'est-ce qui se passe en entreprise quand une personne fait un burn-out? Elle est en arrêt médical et on lui dit tu ne peux pas retourner dans cet environnement-là, c'est délétère pour toi. Alors oui, dans l'entreprise, il y a des gens qui étaient gentils, il y a des gens qui t'aimaient bien. En fait, le médecin, c'est lui qui te dit non, non, madame ou monsieur, vous ne retournez pas dans cet environnement. Vous allez craquer, vous allez y laisser votre peau. Les enfants, ils craquent, il y a tous les signaux, mais on leur dit non, non, t'as pas le choix, tu vas à l'école. L'école, c'est obligatoire. Moi, mon fils aîné, il est sorti du système scolaire et continue ses études autrement parce que c'est son corps qui a craqué, son esprit qui a craqué. Nous, on n'a pas été capable avec mon mari de l'aider et de lui dire là, c'est plus possible pour toi. Toujours parce que dans notre modèle de la scolarité, il fallait qu'il aille à l'école, il fallait qu'il ait son brevet, il fallait qu'il ait ses études. Sauf que, il a commencé à se faire du mal à lui-même. Et honnêtement, ça me fait mal et ça me fait des frissons d'en parler, mais aujourd'hui, il pourrait ne plus être de ce monde avec nous. Parce que c'était plus possible. Il s'est retrouvé hospitalisé, il s'est retrouvé en urgence psychiatrique, il s'est retrouvé dans des environnements où ça a été très dur parce que derrière, vu que sur le plan psychiatrique, de plus il est autiste, ça avait complètement craqué dans sa tête. C'est limite si on disait pas qu'il avait un problème parce qu'il était fou lui-même. Donc après, ça a donné lieu à d'autres difficultés. Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on arrive à mieux faire le tri. Comment voulez-vous garder ou penser extraire nos gènes si on pense pas juste à la question du groupe classe dans lequel l'enfant évolue? Et comment l'extraire de l'environnement physique qui, à chaque fois qu'il y retourne, chaque matin, le met dans un conditionnement dans lequel il se sent mal. C'est pour ça, moi, en coaching, je parle de déprogrammation, reprogrammation. Il y a véritablement quelque chose à faire au niveau du système et de l'environnement scolaire.